Bonjour Facebook, bonjour tout le monde, nous sommes en compagnie de Philippe Bobola pour un direct improvisé aujourd'hui pour voir voilà, les tendances, voir ce qui se passe, mais surtout de parler des clés du discernement. Alors, les clés du discernement, pas besoin d'être physicien. On rappelle, Philippe Bobola, tu es physicien, anthropologue, psychanalyste, biologiste. Biologiste. Tu es biologique aussi, hein. C'est une nouvelle discipline que tu viens de créer, mais bon, pourquoi pas. Il fallait que j'en fasse une, hein. Voilà, c'est ça. Biologique, c'est pas mal. Biologique, C'est pas mal, la ouais. logique du vivant. Bon, en fait, C'est ce c'est que un la robot que biologie vous avez en invente. face de vous. C'est un transgénérationnel comme vous n'avez jamais vu. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, hop. Très bien. Facebook, bonjour tout le monde. Nous sommes en compagnie de... Ça, c'est le retour que vous venez d'entendre de Facebook. J'essaie, en fait, de voir vos commentaires par la même occasion. Alors, tu es bien biologique et pas mécanique. Tu es bien biologiste, physicien et en plus psychanalyste. Hein. J'avais oublié ça dans la foulée. Voilà. Donc, ça, c'est... Allez, physicien au bas mot, c'est 8 ans d'études après le bac, c'est ça? C'est un doctorat? Oui, c'est un doctorat. Voilà. C'est bac plus 8. Bac plus 8, d'accord. Lorsqu'on devient physicien aujourd'hui, on voit le monde sous l'œil quoi? Philosophique, mathématique, scientifique? La science manque de philosophie. C'est bien dommage. Quand on est physicien, il y a deux catégories de physiciens. Il y a les théoriciens qui vont développer des modèles mathématiques pour décrire la nature, ou il y a les expérimentateurs qui vont souvent tester les modèles scientifiques. Et puis il y a même une troisième catégorie de physiciens, c'est les modélisateurs. Ah, voilà. D'accord. Alors, qu'apporte la physique? Elle apporte de la rigueur, comme les mathématiques, de la logique, mais elle a aussi ses limites. En particulier, le monde du vivant ne peut pas être enfermé dans les équations. Les équations s'appliquent remarquablement bien à des systèmes qui présentent des symétries. Alors les cristaux sont des êtres mathématisables, les atomes, mais le vivant qui est animé d'une certaine complexité ne rentre pas dans les équations. Donc donc c'est un autre esprit. L'esprit biologiste, c'est un esprit plus d'observation, de vision globale des choses. L'anthropologue, lui, il essaye de voir les a priori d'une culture, les postulats cachés, ce qu'on appelle la rationalité. Tout le monde peut facilement comprendre que la vision de la mort en Afrique par rapport à la vision de la mort en occidental n'est pas la même. Ah bah oui. Enfin, le psychanalyste, il essaye de comprendre comment fonctionne un individu. On a déjà du mal à se comprendre, alors prétendre comprendre les autres... C'est un vaste programme, mais enfin, en tous les cas, il y a cette dimension. Et la psychologie sociale qu'on avait vue la dernière fois, c'est la branche de la psychologie qui étudie la façon dont les êtres humains s'imaginent, relationnent les uns avec les autres et s'influencent. Et donc, dans le monde dans lequel nous vivons, où les choses se passent dans l'infosphère, la sphère de l'information, on a vu les mécanismes, je ne vais pas revenir dessus, qui amènent une autocensure. Et il y a des mécanismes qui sont connus depuis les années 20. En fin de compte, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, qui est une branche de la psychologie sociale, est née avec la publicité. Donc la publicité avait pour but d'amener une personne à acheter un produit dont elle n'a pas toujours besoin. Donc quelqu'un a défini la publicité en disant c'est une façon de censurer l'intelligence d'un individu le temps qu'il accepte d'acheter quelque chose, peut-être qu'il mettra dans un coin de son appartement et qu'il n'utilisera jamais. Pas mal. Donc voilà, notre monde est essentiellement basé sur l'information et la désinformation, ce qui fait que ce masterclass avait deux buts. Le premier, c'était de comprendre les mécanismes qui nous amènent à adhérer, donc ce qu'on appelle la fabrique d'un consentement. C'est le linguiste Noam Chomsky et son collègue Edward Herman qui ont développé ce concept de fabrique du consentement, c'est-à-dire comment on manipule les opinions pour amener un peuple à consentir, à être manipulé en quelque sorte. Ouais, et accepter l'inacceptable. Accepter l'inacceptable sans avoir l'impression d'accepter l'inacceptable. C'est ça la ruse.
Alors, est-ce que c'est pas changer les normes et dire aujourd'hui ce que vous avez, c'est pas ça la norme, c'est ça, c'est la mode, et c'est plus qu'une mode, c'est une tendance de fond. Il va falloir vous y faire parce que sinon vous êtes has-been. C'est quoi la stratégie? Oh, il y en a plein de stratégies. La première, ça consiste effectivement à introduire ce qu'on appelle le social learning, donc ce qu'on pourrait appeler, résumé par le socialement correct, le politiquement correct, ces effets de mode. Comme disait Jean Cocteau, la mode, c'est ce qui se démode. Pas mal. Donc voilà, il y a ça, et puis après, il y a plein d'autres ruses qui amènent les gens à accepter l'inacceptable. Par exemple, la dissonance cognitive qu'on avait vue, c'est la dissonance cognitive désigne la contradiction entre deux éléments cognitifs perçus dans le champ de conscience d'un individu. Par exemple, on avait vu ça, oui, non, oui à l'hydroxychloroquine, non à l'hydroxychloroquine. Et ça met le cerveau dans un état de mal-être. Et généralement, pour sortir de ce mal-être, pour dissoudre ce mal-être, bien l'individu va écarter une logique, quoi, ou un fait. Et généralement, on a tendance à écarter le fait qui est partagé par le plus petit nombre. On avait vu aussi que d'avoir une étiquette de complotiste, ça rentre dans les besoins primaires d'un individu qui est, entre autres, un besoin d'appartenance à un groupe. Donc, si vous avez l'étiquette complotiste, vous sortez de votre appartenance, alors ça peut être familiale ou même sociétale, et ça, les individus n'aiment pas. On sait que la pire des punitions chez les peuples traditionnels, c'est quand on est banni de sa communauté. C'est pire que d'aller en prison. Ah ouais, carrément. Donc voilà, alors c'est tous ces mécanismes qui se mettent en place psychologiquement et qui amènent un individu à accepter un consentement, à consentir à une certaine orientation sans avoir l'air d'avoir été forcé. Évidemment, c'est ça la ruse. Alors, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale a été développé par Édouard Bernays, qui était le neveu de Freud. Il l'a défini ainsi: la manipulation des habitudes et opinions arrangées est fondamentale dans la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible et dirigent véritablement ce pays. Ça date de 1928, c'est tiré de son livre Propaganda. Donc, la fabrique de l'opinion, manipuler l'opinion, etc. Alors, on avait vu, on ne va pas revenir, les méthodologies qu'il fallait appliquer pour essayer d'avoir du discernement. Mais là, on va monter en puissance, si je puis dire, c'est qu'on va travailler sur l'intuition. C'est-à-dire, ça permet d'aller directement au cœur de la vérité par résonance. Et contrairement à l'analyse qui est basée sur l'intelligence, l'intuition, c'est ainsi que Henri Bergson la définissait, c'est la sympathie par laquelle on se transporte à l'intérieur d'un objet pour y coïncider avec ce qu'il a d'unique, c'est-à-dire d'inexprimable. L'intuition a un caractère ondulatoire, on résonne avec la chose. Et donc, le but de ce deuxième partie, c'est, après avoir vu comment on pouvait avoir du discernement par l'analyse, l'intelligence, la méthodologie, eh bien, c'est comment développer son intuition. Alors, ça va bien au-delà d'être un citoyen éclairé, c'est comment utiliser l'intuition, dont Pascal disait qu'elle est la partie la plus décevante de l'individu, parce que elle est parfois fausse et parfois vraie. Donc il y voyait une espèce de fourberie de l'intuition. Donc comment arriver à dompter l'intuition, si je puis dire, comment l'utiliser. Donc ça suppose d'abandonner une croyance sur le temps, ce qu'on verra, de comprendre comment la physique moderne conçoit le temps. À partir de là, on verra une loi fondamentale qui est la loi du dédoublement. Et à partir de cette compréhension, eh bien, chaque participant pourra optimiser son intuition. Ce qui est le but de chaque individu réalisé. Parce qu'on a tous rêvé, à un moment donné, de ressentir directement la vérité sans avoir à passer par le labyrinthe de l'intelligence. Très bien.
Alors, on a vu là tous les aspects que tu as, donc plusieurs casquettes. Il n'y a pas besoin de faire 8 doctorats ou autant de doctorats. Non, mais voilà. Le but de ces formations, moi je prédigère, je suis comme la maman oiseau qui a prédigéré la nourriture qu'elle va donner à ses oisillons. Et je rassure les... Parce qu'au départ, quand on présente quelqu'un surdiplômé, on se dit oh là là, on n'est pas à la hauteur et on a tendance à se sous-estimer. Non, le problème, le but, c'est de retrouver sa souveraineté. Et moi, j'aide les participants à ce masterclass à appliquer directement des concepts que moi j'ai maturés, étudiés. Ils n'auront pas à faire mon parcours. Plutôt sympathique pour les auditeurs. Oui. Je leur fais gagner beaucoup de temps. Ah bah oui, au moins 8 ans. Comme avait dit dans une formation au Québec, c'est un investissement vos formations, parce que time is money aux États-Unis, donc si vous gagnez du temps, c'est un investissement. Bah, souvent, c'est ce qu'on paye. Et après, les gens pourront, voilà, et surtout avoir confiance à leurs intuitions, parce que on a tous des intuitions, mais on ne se fait pas confiance, donc on a tendance à dire oui, pourquoi j'ai pensé ça, est-ce que c'est vrai, et on rentre dans une forme de torture. Donc le but, c'est d'avoir une espèce d'assise et de poser avec certitude son intuition. D'accord. Alors là, on voit, je vais juste présenter les choses clairement. Là, il y avait le niveau 1 qui est encore disponible en replay si vous l'achetez maintenant. Voilà, donc ça a été fait, je sais même plus, c'était le jeudi 28 mai. Voilà, donc les clés du discernement niveau 1. Et évidemment, aujourd'hui, nous vous proposons d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur, niveau 2, pour aller plus loin, forcément développer cette intuition qui est la seule arme aujourd'hui qui nous reste, de manière logique, ça paraît être de bon sens. Alors, avant de... Justement, on va pas tourner autour du pot pendant 3 heures. Non. Aujourd'hui, ça sert à rien. Voilà, les choses sont dites. Vous le savez, on vous propose une formation qui permet de retrouver votre souveraineté. Le niveau 2, c'est le 26, c'est-à-dire dans 2 jours. Dans 2 jours, moi je vous conseille vraiment de prendre le niveau 1 pour prendre le train en route et puis raccrocher les wagons pour rapidement venir nous rejoindre, grossir les rangs de ceux qui vont avoir un discernement. Voilà, toutes les clés du discernement en 2 volumes, vous les aurez. Évidemment, c'est mieux de suivre le premier niveau, c'est même fortement recommandé. On va parler de 2 disciplines qui étudient aussi cela. On voit par exemple la sociologie, c'est autre chose. Ça paraît presque aujourd'hui dépassé, parce qu'il faut aller plus loin. L'anthropologie va plus en profondeur sur les origines de nos comportements sociologiques. Et puis, par exemple, je prends l'exemple de Pablo Servigne, je crois que tu connais, c'est un collapsologue. Oui. Collapsologue, en anglais, c'est quelque chose qui collapse. Si je fais du franglais, collapser quelque chose, c'est quelque chose qui périclite totalement. Si on le traduit en français, la traduction peut être effondrement. Voilà, l'effondrement. Voilà. Donc l'effondrement, on a vu par exemple la Rome si puissante dominait le monde, soi-disant. Voilà. Encore que l'histoire, je pense, a été réécrite parce que elle dominait qu'une partie du monde et on en a fait le monde entier, alors que c'était pas du tout le cas. Ça, c'est peut-être un autre débat. On en parlera peut-être. On fera une émission certainement pour voir comment l'histoire a été réécrite. Et c'est pas une insulte aux historiens. C'est juste qu'à un moment donné, c'est assez. Alors, oui, je t'en prie. Oui, il y a les collapsologues et il y a les effondristes aussi. Donc Albin Michel, sous la direction de Patrice Vander... c'est pas la même chose. Ah, d'accord. Alors, je vais introduire la différence. Donc, il y a chez Albin Michel un livre qui va sortir bientôt, qui est plutôt une réunion d'articles d'effondristes. Alors, les effondristes considèrent que la spiritualité n'a rien à faire dans l'analyse des différents collapsologies, puisque finalement... il y a une nouvelle discipline scientifique qui est née, c'est la collapsologie avec des collapsologues. Je comprends pourquoi il ne me répond pas en fait. Oui, voilà. Voilà. Et donc les collapsologues, eux, sont plutôt... ils disent que finalement la spiritualité, ça ne sert pas à grand chose, mais ça permet de se consoler. Quoi. Ah, j'ai compris. Donc le collapsologue est un fermologue qui s'est fermé à la spiritualité. Bon, disons qu'il apprend. Il s'effondre lui-même en fait. Il s'effondre lui-même. Comme les marxistes avaient pris en compte la religion comme l'opium du peuple, en disant que ça peut calmer. Mais ils y croient pas vraiment. Et je pense que leur analyse fait une hypothèse cachée, c'est une vision du temps, une modélisation du temps. Et donc on verra au cours de ce masterclass que finalement
on va donner des arguments qui amènent à penser que c'est le futur qui fait le présent et non pas le présent qui fait le futur. Et qu'en permanence, il y a plein de futurs potentiels et on en choisit un qu'on ramène dans notre présent. À partir de là, vous voyez que le destin de la planète peut être complètement différent. Parce que si effectivement le présent fait immanquablement le futur, bah là on a raison d'être désespéré. Et en gros, Pablo Servigne a dit qu'il avait fait une dépression, donc ils sont profondément désespérés. Pour eux, il n'y a plus du tout d'espoir. Alors effectivement, on fait une sorte d'inventaire. Il n'y a pas d'espoir en économie, on est en pleine collapsologie, en écologie évidemment, dans la pollution atmosphérique. Oui, on est au bout de tout à tous les niveaux en fait. On arrive. Voilà, donc finalement, ils devraient nous donner une pastille de cyanure pour se supprimer plus rapidement. Parce que finalement, voilà, il y a tout collapsologue, mais par contre, t'es pragmatique là. Hein, on devrait passer, oui. En même temps, c'est réaliste ce que tu dis. Bah oui. Moi, ce qui m'a choqué, il le dit lui-même, Pablo Servigne, c'est que quand il a commencé à faire ses conférences pour expliquer ça, bon, c'était un choc. Et maintenant, les gens, ils se lèvent, ils applaudissent. Alors, c'est quand même incroyable. Ça veut dire, c'est comme si, alors là, c'est plutôt le volet psychanalytique. Tout le monde connaît Freud et un des concepts freudiens, c'est Eros et Thanatos. Donc, on peut pencher du côté de la vie, Eros, ou de la mort, Thanatos. Et il y a deux types de cultures. Il y a des cultures qui sont plus proches de l'Eros, je pense les peuples traditionnels. Il y a un amour de la vie. Et puis il y a des peuples qui, eux, sont plus attachés à Thanatos. Or, il me semble que si les gens se lèvent et applaudissent, c'est que Thanatos a fini par s'imposer et que les gens n'envisagent pas une autre fin pour la Terre. Et c'est ça qui est dramatique, il n'y a plus d'espoir. Et tout le monde sait que les gens, quand ils n'ont pas de perspective dans l'avenir, eh ben, ils sont pas bien, quoi. Alors, c'est parfait ce que tu dis. Moi, j'ai entendu parler, tu sais, il y a les apiculteurs, on les voit en train de mettre de la fumée, tu sais, tout autour pour pouvoir manipuler. Moi, à un moment donné, j'ai posé la question à un apiculteur, il m'a dit, écoute, c'est pas compliqué, quand elle voit de la fumée blanche, pour elle, il y a un incendie, l'instinct survient, et c'est adviendra que pourra, elle ne pique plus à ce moment-là. Donc, ça évite d'être piqué. Donc on va pas discuter sur la véracité ou pas. Moi, je prends ça pour argent comptant et ça me va très bien. Ça colle avec ce que tu viens de dire. Donc en fait, on nous enfume comme on enfume les abeilles pour qu'on accepte l'inacceptable et qu'il y ait cette espèce de dire bon bah on est foutu. Bah écoutez, faisons la fête jusqu'au bout, tant qu'à faire, bouffons les ressources et puis tant pis, il adviendra que pourra. Bah c'est un petit peu, vous voyez l'image qu'on a de la fin du Titanic. Hein, l'orchestre est sur le pont, les gens dansent alors que le bateau est en train d'aller vers l'iceberg et que effectivement, malgré le fait que la fin est proche, on continue à festoyer. Donc, je pense qu'il y a vraiment autre chose. Donc, si vous voulez, il y a différentes catégories. Il y a ceux qui sont dans le déni des problèmes. Bon, bah, ok, ça c'est intéressant pour les pouvoirs en place parce qu'ils sont pas dérangeants, parce qu'ils sont dans une négation de la réalité. Il y a ceux qui ont peur. Bah, les collapsologues mettent les gens dans la peur. Il y a ceux qui sont en colère. Les collapsologues aussi participent à la colère des gens, notamment des jeunes générations. Puis il y a ceux qui sont dans la dépression et dans le désespoir. Mais il y a d'autres façons de... Alors si vous regardez, c'est ce qu'on appelle la vallée des larmes. Généralement, quand on est face à une situation qui va entraîner de profonds changements, ça peut être un deuil, vous avez perdu votre femme, votre mari, ou vous êtes licencié, ou la société est en train d'aller vers la catastrophe, il y a un premier réflexe qui est le déni. Puis après, on passe à la peur, puis la colère, puis après, on est dans la dépression. La dépression et la tristesse, mais après, on remonte, on est dans l'acceptation de la situation, la quête de sens, l'expérimentation, le renouveau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'amener les gens à remonter la pente, pas les amener à descendre. Parce que si on les amène à descendre, bah, ils sont désactivés, quoi. En fait, je me souviens de la série Monk. Hein, je sais pas si il avait un peu peur de tout. J'ai l'impression que les collapsologues sont un peu dessinés comme ça. Bref, donc Pablo Servigne, eh ben, écoute, je te salue au passage, je sais que tu viendras pas. Ça sera peut-être pour une autre vie, le jour où tu arrêteras d'être fermologue et de te fermer à la spiritualité. Donc c'est pas pour cette vie, tant pis pour lui, et tant pis pour les autres aussi. Donc je sais que les collapsologues... La solution spirituelle, elle est vraiment à prendre en compte, et donc c'est peut-être ça qui nous sauvera. Si on regarde des prophètes à la Cassandre, des oiseaux de mauvais augure, des chouettes qui s'envolent à la tombée de la nuit, il y en a plein. Oui. Ce qu'il faut, c'est redonner aux gens de l'espoir et des outils, quoi. Et la spiritualité, c'est pas simplement une compensation. Ça serait le second volet du marxisme
léniniste, c'est-à-dire qu'on considérait que la religion, c'était l'opium du peuple, voilà, ça leur permettait de supporter leurs difficiles conditions, leur aliénation. Les collapsologues envisagent d'une certaine façon la spiritualité de la même façon. Ça ne mange pas de pain, ça permettrait peut-être de rendre la faim plus calme. Et puis, on ne sait jamais, c'est un pari à la Pascal, s'il y a quelque chose, eh bien, on verra bien. Non, je pense que la solution spirituelle, elle doit être la numéro 1, puisque c'est la fin de la logique matérielle, et donc il faut passer à une logique immatérielle. Et donc, s'il y a une finitude dans un monde, il y a un début d'autre chose dans un autre monde. Alors là, tu me fais plaisir. Là, tu me fais vraiment plaisir. C'est vraiment exactement ce que je pense, Philippe. C'est le fait que, effectivement, on n'arrête pas de nous bassiner avec la science. On découvrira la chose que par la science, etc. Ça date de très vieux, hein. Déjà, je leur en veux un peu, hein. La civilisation grecque qui partait des mythes et qui des mythes s'est transformée en histoire. Ils ont tué les mythes, hein. C'est eux, hein. Ils se sont eux-mêmes en fait tiré une balle dans le pied. Mais non seulement ça, on fait le pari à l'époque où c'était en fait où toute matière était faite de 4 éléments: eau, terre, feu et air. Voilà. Et il y avait un 5e qui était l'éther, la quintessence. Ils ont dit ça, ils savaient que c'était faux. Ils avaient déjà conceptualisé le mot d'atome. Ils disaient, on laissera ça aux futures générations et dans quelques siècles, on verra dans l'infiniment petit, on découvrira tous les secrets de l'univers. Aujourd'hui, on y est, on est au mur de Planck et on voit que les secrets ne nous sont toujours pas délivrés. Donc, si une voie ne fonctionne pas, c'est quand même eux qui nous ont mis dedans. Ça fait plus de 2000 ans qu'on y est. Au bout de 2000 ans, il faut s'arrêter et savoir changer de voie. Moi, c'est toujours ce que je défends. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que la raison va reprendre le dessus de cette déspiritualisation qu'il y a eu aujourd'hui process, de faire marche arrière? C'est compliqué aujourd'hui de dénigrer ce qui a été tant défendu jusqu'à aujourd'hui, bec et ongle. Il faut une alliance, c'est ce que moi je développe, une alliance entre science et spiritualité. Sinon, on va faire la même guerre que la religion catholique a fait à la science, hein, le procès de Galilée. Finalement, la notion d'atome, ça a été le programme que l'Occident a utilisé. Ça vient d'un mouvement philosophique grec qui s'appelait les atomistes, dont les plus célèbres c'est Démocrite et Leucippe. Ils avaient compris autre chose, c'est-à-dire qu'il faut revenir à la base, ils considéraient que comme toute longueur finie peut toujours être divisée par 2, les 2 bouts obtenus peuvent être divisés encore par 2, on obtient un quart, et ceci à l'infini. Donc on arrive à une curieuse conclusion qu'on appelle le paradoxe des Éléates, c'est-à-dire que tout objet fini débouche sur l'infini, en le scindant en 2 et les parties à nouveau. Donc il disait, et on a beaucoup d'informations avec l'ouvrage d'Enatra Rerum, que finalement s'il y avait 2 infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit, les Grecs étaient mal à l'aise vis-à-vis de ça. Donc par convention, ils ont considéré qu'il y avait un élément qu'on ne pouvait plus diviser pour travailler intellectuellement. Et ça a été la notion d'atome. Et Lucrèce, qui a écrit De Natura Rerum, a résumé la vision des Grecs. Et quand on regarde, effectivement, tu as raison, le programme des Grecs a été appliqué, sauf qu'on a considéré que l'atome n'était plus l'élément qu'on ne pouvait plus diviser pour travailler intellectuellement. On l'a divisé, on a trouvé l'électron, puis dans le noyau, on a trouvé les protons et les neutrons, puis à l'intérieur des protons et des neutrons, on a trouvé les quarks, et puis les quarks probablement contiennent d'autres éléments, donc c'est les poupées russes à l'infini. Oui. Voilà. Je pense que le problème de la science, c'est qu'elle ne crée plus de l'enchantement. On a une science qui est devenue austère et janséniste, certains diraient. Et puis deuxièmement, la science a tendance à exclure tout ce qui ne rentre pas dans sa vision du monde. Or, ça montre une certaine intolérance. La science reconnaît quelque chose que quand elle a occupé le terrain. Avant, elle considère que ce qui n'est pas occupé par elle est qualifié d'ésotérisme, d'occulte, d'irrationnel. Oui, mais pour autant, quand ils finissent par découvrir, ils ne s'excusent pas de ce qui s'est passé avant. C'est ça qui est terrible. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas à le faire en même temps, mais bon, c'est... Des tas de pratiques, la méditation avec les neurosciences commence à prendre leur signification scientifique. On s'aperçoit que la prière aussi, on la voit autrement. Donc il y a plein de choses que la science avait exclues, considérant que c'était de l'ordre de l'irrationnel, qui rentrent à nouveau dans la rationalité. Alors effectivement, les scientifiques sont devenus les nouveaux prêtres, la science est devenue une religion, les scientifiques sont des prêtres, les prix Nobel, les archevêques, il y a même des papes, c'est-à-dire des scientifiques de grande influence.
Je crois que c'est le même mécanisme qui s'est mis en place. Au nom de la religion, on avait exclu la science. Au nom de la science, on exclut la religion. Einstein le disait lui-même, il disait la science sans la religion est aveugle et la religion sans la science est boiteuse. Donc il y voyait une nécessité de complémentarité de la science et de la religieuse pour que quelqu'un puisse avancer sans difficulté en ayant pleinement la vision et en ayant pleinement l'usage de ses jambes au lieu d'avancer de façon difficile en claudiquant parce qu'il n'a pas l'usage de ses deux jambes et en étant aveugle. Donc en fait, c'est exactement le même contenu, mais avec deux emballages différents, qui sont intervertibles en plus. Voilà. Et le même Einstein, d'ailleurs, avec beaucoup de bon sens, disait qu'on ne peut pas résoudre un problème qui a été créé avec un certain état d'esprit si on utilise le même état d'esprit dans la résolution. Donc, si la science a créé des déséquilibres, c'est pas la science qui peut résoudre les déséquilibres, puisque c'est le même esprit qui va essayer de jouer l'antidote là où la dot a dégradé la situation. Donc il y a beaucoup de choses qui seraient bon d'avoir. Alors effectivement, en science, on a eu en France quelques scientifiques qui ont revendiqué leur spiritualité. Je pense à Jean-Marie Pell qui était catholique. Je pense à Christian Deduve qui était aussi catholique. Il y a des scientifiques musulmans qui revendiquent leur dimension spirituelle. On a des scientifiques soufis. Mais souvent, c'est mal accepté. C'est accepté quand les gens sont à la retraite, ou ils ont fini leur carrière, et c'est difficile de le mettre en avant. Il y a comme une certaine honte, comme si science et spiritualité faisaient mauvais ménage. Moi, personnellement, Philippe, je te le dis, pour moi, ça manque de vertu. C'est pas la peine une fois qu'on a bien vécu de sa vie tranquille, d'avoir une carrière et la privilégier. Après, de dire parce que on est à la retraite et qu'on peut dire les choses parce qu'on ne risque rien pour sa place. Moi, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Hein. Moi, personnellement, ça me révulse, vraiment. Hein. Voilà, tous les grands scientifiques avaient une dimension spirituelle. Einstein était spiritualiste. Il a toujours considéré qu'il appelait voilà, le Dieu, il l'appelait le vieux. La question qui se posait, il disait, est-ce que le vieux avait le choix quand il a créé le monde? Donc la spiritualité a nimbé la science, que ça soit Newton qui était spiritualiste et qui peut se comparer à Newton en termes de puissance scientifique. Donc c'est quand même une invention moderne, le fait de déspiritualiser la science. Comme si la science avait sa propre spiritualité. Alors c'est une critique, peut-être certains de vos éditeurs ne parleront. Mais je pense que tout scientifique a une petite lumière spirituelle en arrière-fond. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a éteint toutes les lumières. C'est-à-dire que les collapsologues ont éteint le petit espoir au niveau économique, ont éteint le petit espoir au niveau écologique, ont éteint le petit espoir au niveau sociétal, spirituel. Donc il ne reste plus rien. Donc on avance dans la nuit noire. Ah bah, merci de m'avoir dit. Je sais que je n'inviterai aucun collapsologue sur la chaîne des studios. Merci déjà pour cette prévention. On tient à préciser à nos auditeurs qu'on n'a rien contre Pablo Servigné. Ah non, pas du tout. Non, c'est plutôt la discipline qui est dérangeante pour moi. Si je crois que les gens perdent de leur crédit. D'ailleurs, je crois que Pablo Servigné, il a été exclu du livre que Albin Michel veut publier parce qu'il avait cette tendance à envisager la spiritualité non pas comme une solution maîtresse, mais comme quelque chose qui pouvait aider. Vous voyez ? Ah oui, un pansement sur une jambe de bois. Voilà, ça mange pas de pain. Oui, ça mange pas de pain. Et voilà. Le pain le mangera. Ça fait partie des changements de paradigme. Les Égyptiens envisageaient qu'il y avait deux logiques, la logique du rationnel et la logique du cœur. La logique du cœur intègre la logique spirituelle. Finalement, il y a deux façons d'explorer l'univers. C'est ce que disait Novalis. Il disait lorsque le scientifique essoufflé arrive au sommet de la montagne après avoir gravi cette pente pendant 2000 ans, il est surpris de voir une main qui l'accueille et qui lui permet d'atteindre ce sommet. Et cette main, c'est celle d'un spiritualiste qui dit « Bienvenue, il y a longtemps qu'on t'attendait ». Voilà, alors juste une petite... quelqu'un me rappelle, Bob, merci de me rappeler, Nassim Haramein, donc doit passer vraiment pour un doux farfelu, voilà. Simplement, on va en parler juste pour dire rapidement que c'était, je crois, Einstein aussi qui s'était disputé avec Bohr pour dire Dieu ne joue pas au dé. Hein, il n'était pas du tout d'accord avec la mécanique quantique où les choses pouvaient... on pouvait connaître soit la position, soit la vitesse, mais pas les deux à la fois. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis surtout, il avait, selon lui, Einstein,
Einstein, rappelle-toi, il avait donné une définition de la folie humaine, et il avait dit la définition, selon lui, de la folie humaine, c'est de reproduire une expérience en attendant un résultat différent. Voilà, donc Oui. c'est ce que Mais il tu faut disais dire tout à aussi l'heure. que Ça rejoint ce que tu disais. Tu disais tout à l'heure, on peut pas, avec le même état d'esprit, changer les choses. Voilà. oui, il y a une réponse de Niels Bohr à Einstein. Il lui a répondu qui es-tu, toi, Albert Einstein, pour oser dicter ta conduite à Dieu? Ce que refusait Einstein, il pensait que la mécanique quantique était inachevée, il y avait des paramètres cachés, et il n'admettait pas le caractère probabiliste et d'autres propriétés comme la non-séparabilité, qui lui semblaient contraires à une logique universelle. Non, on en Donc c'est avait pour parlé. ça qu'il a résumé ça, Dieu ne joue pas au dé. Effectivement, pour que ça soit plus clair pour les auditeurs, en mécanique quantique, on ne peut pas mesurer simultanément la position et la vitesse d'une particule, c'est l'une ou l'autre. La précision sur la position entraîne une incertitude sur la vitesse et inversement. Et d'une façon générale, le monde quantique est un monde probabiliste. Si on veut utiliser un mot plus savant, on dit stochastique, aléatoire. En tous les cas, c'est pas un monde déterministe. Et donc, ce que regrettait Einstein, c'est que, selon lui, la mécanique quantique, qui était un outil très performant, avait dégagé une vision du monde probabiliste. Et pour lui, il manquait des éléments dans la mécanique quantique. Il pensait qu'il y avait des paramètres cachés. Et il a essayé d'avertir la communauté. Et effectivement, c'est tous les pères fondateurs de la physique quantique, Heisenberg, Wolfgang Pauli, Niels Bohr, qui ont fini par imposer cette vision probabiliste. Sachant que Einstein, alors c'est assez loquace comme situation, c'est à un moment donné s'était dit, je veux mettre un terme à cette farce qu'est la physique quantique, et je vais définitivement prouver une fois pour toutes que c'est du flan. Et en faisant ça, au contraire, il a renforcé la physique quantique plus que jamais. Oui, donc, en 1935, il a écrit un article avec deux jeunes physiciens, Podolsky et Rosen, pour essayer de montrer que deux objets quantiques qui interagissaient fortement quand ils sont à courte distance l'un de l'autre devraient normalement, selon lui, diminuer leur intensité d'interaction. C'est ce qu'on appelle le paradoxe OPR ou l'intrication. Et finalement, il a fallu attendre les années 80 pour qu'un physicien français du nom de Alain Aspect, c'était sa thèse d'État, fasse les expériences à l'Institut d'optique d'Orsay. Et la question était, qui a raison? Est-ce que c'est Bohr ou Einstein? Et finalement, c'est Bohr qui a raison. Alors après, il faut bien distinguer, la mécanique quantique a toujours été vérifiée expérimentalement. Par contre, la polémique vient de la théorie qui sous-tend la mécanique quantique. Mais toujours est-il que Einstein voulait créer ce qu'on appelle des expériences par la pensée. Il en a fait d'autres. Il y a eu l'expérience de l'horloge, etc. Et il a toujours essayé de concevoir des expériences qui mettraient en défaut la mécanique quantique. Alors ces expériences, on ne pouvait pas toujours les réaliser. Et puis, dans le cas de son expérience par la pensée de 1935, il a fallu attendre 35 ans, pour qu'on puisse la réaliser. Et c'est Alain Aspect qui l'a fait. Ça a été un gros travail expérimental. Il est possible d'ailleurs qu'un jour Alain Aspect ait le prix Nobel de physique, c'est pas impossible, pour avoir vérifié la véracité de Bohr, quoi. Finalement, on répondait à une question un peu naïve, qui a raison, Einstein ou Bohr? Et la réponse, c'est Bohr. D'accord. Moi, c'est fait. Voilà. Donc, je vous propose vraiment donc ce masterclass. Alors, toujours pareil, en replay, le numéro 1 est disponible. Voilà, vous pouvez encore l'acquérir pour le voir en replay. Il y a eu des interactions, effectivement, et puis ça a été très riche en échange entre trois et les apprenants. C'était vraiment une superbe soirée. Ça s'est passé donc le 28 mai dernier. Et puis, voilà, le niveau 2, c'est dans 2 jours. Ce sera le 26 juin pour avoir la suite. Voilà, je voulais dire que voilà, il n'y a pas besoin d'avoir parce qu'on donne l'impression, c'est ce qu'on appelle les écoutes a priori, que ça va être bourré d'informations scientifiques. Non, ça sera des informations qui vont s'asseoir sur du bon sens. Hein. Oui. C'est ouvert à tout public, il n'y a pas besoin d'avoir une formation scientifique ou un diplôme en sciences. Je prédigère comme la maman oiseau pour ces oisillons la nourriture qui sera donnée pour que les gens puissent mettre dans leur vie quelque chose qui m'a guidé dans ma vie, c'est comment faire appel à l'intuition. Parce que, effectivement, qu'on soit scientifique ou qu'on soit simple citoyen, l'intuition, c'est le plus court chemin pour aller à la vérité.
Aussi simple que ça. Voilà. Donc, super masterclass que je me félicite d'avoir co-organisé avec Philippe Bobola. Ça fait un moment qu'on le souhaitait ensemble. Voilà, ça a été mis en place. D'autres masterclass sur d'autres thématiques sur lesquelles on va discuter d'ailleurs vont être proposées par la suite cet été ou à la rentrée. On va voir, donc je vous invite à vous connecter sur desstudios.fr pour vous tenir au courant, voir tous les autres masterclass et les prochains en fait interviews. Ce soir, je suis en masterclass pour le master géobiologie et huile essentielle niveau 2, mais par contre, je vous retrouve moi demain en public avec Amédée pour guérir par la conscience en direct de Réunion. Donc il y a un décalage, je ne sais pas combien de temps, mais je crois que c'est 3 ou 7 heures, je ne sais plus. Voilà, faut voir, à vérifier, mais... Alors, oui, je t'en prie. Puisque tu m'avais lancé un défi lors d'une émission en direct, je te lance un défi. Je pense que la science ouverte est en mesure d'expliquer un certain nombre de choses qui sont souvent présentées comme mystérieuses, ésotériques, etc. Et les gens aiment bien. Donc, je propose de donner des explications, peut-être dans un prochain masterclass, très rationnel pour expliquer l'alchimie, comment ça fonctionne, pour expliquer la guérison, pour expliquer des tas de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir abordées dans une approche 100% scientifique. Wow, super. Donc là, si vous êtes intéressé par la proposition, eh bien voilà, je vous invite à vous connecter sur desstudios.fr, allez sur la page contact, on va aller, attendez, le temps que ça se charge, et puis vous remplissez en fait votre attention en disant que je suis intéressé pour les explications ésotériques, scientifiques, spirituelles. Même la santé, vous voyez, moi j'ai enseigné à un moment donné la naturopathie, il y a beaucoup de choses qu'on sait maintenant et qui étayent la vision des naturopathes. Voilà, donc les deux se rejoignent. Et donc l'idée c'est de prendre les connaissances les plus récentes et de les mettre au service d'une meilleure compréhension de la naturopathie. Par exemple, ou de comprendre ce que la science peut nous dire de l'alchimie sans avoir cet affrontement. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une alliance et non pas une compétition où chaque domaine se protège de l'autre, parce que l'attitude, elle est à la fois dans le camp, j'allais dire, irrationnel que dans le camp rationnel. Oui. C'est-à-dire qu'il faut arriver, c'est ça le changement de paradigme, de comprendre que ces deux voies d'exploration du monde, que ces voies sont animées d'une rationalité, qu'à un moment donné, elles peuvent devenir complémentaires, former une nouvelle alliance. Ce qui fait qu'on aurait une nouvelle, entre guillemets, génération d'ésotérisme et de scientifiques, c'est-à-dire des gens qui ne seraient pas d'emblée hostiles à l'autre rationalité et vice-versa. Voilà, merci Philippe pour toutes ces explications, ces éclaircissements. Encore une fois, voilà, desstudios.fr. Voilà, le premier niveau est en replay pour raccrocher les wagons et puis venir nous rejoindre le 26 pour le niveau 2, où là on va voir comment avec l'intuition, développer son intuition pour prendre des décisions plus rapides que les ordinateurs, parce que la seule arme qui nous reste pour prendre des décisions rapides... Si effectivement les ordinateurs sont beaucoup plus rapides que nous, il faut bien qu'à un moment donné on ait une valeur ajoutée. C'est ça. Donc les ordinateurs n'ont pas encore cette capacité d'intuition, ils traitent beaucoup de données, oui. On voit bien, par exemple, un joueur d'échecs, il peut être battu parce que l'ordinateur imagine toutes les combinaisons, mais un bon joueur d'échecs, il a l'intuition de la stratégie qui le fera gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas obligé de passer par les calculs. C'est vrai. Voilà. Ok, alors je souhaite à tout le monde une excellente journée sous le soleil. En tous les cas, à Lyon, il y a un soleil radieux. C'est vrai. Et puis, je vous donne rendez-vous le vendredi. Voilà. Alors, c'est à 19h, je crois que ça commence. C'est à 19h, oui, à 19h. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi le niveau 1, voilà, les liens sont dans la description si vous voulez raccrocher les wagons. Il y a le niveau 1 en replay et vous venez nous rejoindre pour le niveau 2 et développer cette fois l'intuition. Ça va être passionnant. Merci à vous tous. Et puis, voilà, moi je vous le dis, je vous retrouve demain soir avec Amédée pour guérir par la conscience. Voilà. C'est aussi, ça pourra s'expliquer scientifiquement. On en reparlera. Merci à toi, Philippe, et puis à très bientôt à tout le monde. Au revoir. Au revoir.